Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine Environ 50. Près de 10 ans après avoir libéralisé les secteurs de l'électricité, la République démocratique du Congo continue d'afficher un des taux le plus bas du continent africain. Alors que les partenariats publics-privés se multiplient, les obstacles sont encore nombreux. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau le professeur Arthur Ntseka. Il enseigne à l'Université de Kinshasa et à l'Institut supérieur des techniques appliquées. Il est également expert en génie des procédés et environnemental. Professeur, bonjour. Bonjour Jenny. Comment vous allez? Dieu fait grâce, merci. Et vous? Tout va bien. Merci. Et pour commencer, il n'y a pas longtemps, vous venez de trouver un palliatif au déficit en électricité que connaît la République démocratique du Congo. Mais avant d'expliquer de quoi s'agit-il, dites-nous d'abord quel est le pourcentage de production de l'électricité dans le pays. OK. En termes de production, la RDC produit principalement de l'énergie électrique actuellement en se basant plus sur l'hydro. C'est-à-dire plus de 80% de la production d'énergie électrique ici en RDC provient des sources hydrauliques, c'est-à-dire à partir des barrages comme les barrages d'Inga, les barrages de Zongo et ainsi de suite. Et une petite partie provient des centrales thermiques, c'est-à-dire des groupes électrogènes qu'on utilise, où on met du carburant et on produit aussi de l'énergie électrique. Il y a une toute petite quantité d'électricité qui est produite à partir des sources qu'on appelle des sources renouvelables. Mais en gros, la production de l'énergie électrique provient principalement des sources hydro. Et le problème se trouve plus du côté du taux de pénétration. La production est faite, mais le taux de pénétration est très faible. Ça avoisine aux alentours de 10%, qui est le taux de pénétration d'électricité ici en République démocratique du Congo. Et sur les 10%, plus ou moins, 9% c'est dans des centres urbains et 1% seulement dans les milieux ruraux. Or, comme nous le savons, une grande partie de la population ici en RDC vit dans les milieux ruraux. Ce qui fait que ça pose un problème et nous avons pensé qu'il était temps qu'en tant qu'ingénieurs, nous puissions apporter une solution pour pallier à cette pénurie de taux de pénétration d'énergie électrique ici en RDC. Et comment évoluent les marchés sur l'électricité? En fait, le marché d'électricité évolue bien parce que il y a une loi qui a été votée au niveau de notre Parlement et qui a été promulguée plus tard par le président de la République, qui a libéralisé le marché d'électricité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un producteur privé, en dehors des producteurs que l'on connaît, il peut aussi arriver à produire l'énergie électrique et le vendre. Mais il se pose généralement un problème de production, de transport et de distribution. Il n'est pas facile au privé aujourd'hui de produire assez suffisamment des grandes quantités d'énergie électrique, de les transporter et aussi de les distribuer tout près de consommateurs. C'est pourquoi en fait, le monopole pour le moment du marché d'électricité est détenu par principalement notre Société nationale d'électricité qui est la SNEL. Mais néanmoins, certains privés tentent, tant soit peu, de se battre pour arracher aussi ce marché pour la production et la distribution d'énergie électrique. Pouvez-vous nous donner les modes de production de l'énergie électrique? OK. L'énergie électrique est produite par plusieurs voies. On peut utiliser la voie hydraulique et par cette voie hydraulique, on utilise ce que nous appelons des centrales hydroélectriques, pour ne pas dire des barrages. À partir des barrages, on peut produire de l'énergie électrique. On peut aussi produire l'énergie électrique à partir des centrales qu'on appelle des centrales nucléaires. C'est-à-dire là, on transforme, comme vous le voyez sur les images, on transforme l'énergie chimique nucléaire qui est dans la substance radioactive, on produit l'énergie thermique et l'énergie thermique est convertie en énergie électrique. Une autre voie pour produire l'énergie électrique, c'est au travers des centrales thermiques. C'est-à-dire,
on prend l'énergie chimique qui est le carburant, on met ça dans un groupe électrogène, et le groupe électrogène va tourner, en tournant, ça produit de l'énergie électrique. On peut aussi produire l'énergie électrique à partir des centrales solaires photovoltaïques, communément ce qu'on appelle des panneaux. Un système des panneaux solaires mis ensemble, comme vous le voyez sur les images, lorsque l'énergie solaire tape sur les panneaux, ça convertit cette énergie solaire en énergie électrique. Il y a aussi une autre source de production d'énergie électrique, c'est à partir des centrales éoliennes. C'est-à-dire là, on utilise la source, en fait, la force de vent pour faire tourner des éoliennes, et ces éoliennes convertissent l'énergie mécanique en énergie électrique. Alors, il y a aussi d'autres sources de production d'énergie électrique, c'est-à-dire des sources chimiques. C'est-à-dire qu'on peut utiliser des batteries. Des batteries comme celles qu'on met dans des véhicules, on utilise ces batteries pour produire de l'énergie électrique. Même les solaires convertissent l'énergie solaire en énergie électrique, mais cette énergie est stockée dans les batteries. C'est intéressant parce que souvent on voit dans un quartier où il y a par exemple des délestages, il y a des familles qui utilisent des panneaux solaires. Voilà, des panneaux solaires ou des batteries. Ça s'est fait comment? Exactement. En fait, l'énergie solaire est convertie en énergie électrique en utilisant, comme vous le voyez sur les images, cette énergie est convertie en énergie d'abord chimique qui est stockée dans des batteries. Et c'est cette électricité contenue dans la batterie qui est maintenant utilisée dans des appareils électroménagers, pour leur fonctionnement. En fait, le système est très simple, c'est la conversion de l'énergie solaire en énergie chimique qui entre dans la batterie, et cette batterie va maintenant délivrer de l'énergie électrique qu'on utilise pour le fonctionnement de nos appareils. Voilà comment ça se passe pour le système solaire photovoltaïque. Oui, professeur, je l'ai dit au début qu'il n'y a pas longtemps, vous venez de trouver un palliatif pour mettre fin au déficit énergétique que connaît le pays. Et c'est quoi votre solution déjà? Ok, notre solution, c'est une solution simple d'abord. C'est une solution bonne, parce que ça ne coûte pas cher, et c'est une solution de proximité. Avant d'expliquer exactement quelle est la solution, je vais d'abord revenir à ce que j'ai dit au départ, que le taux de pénétration d'électrification de la RDC est très faible, 10%, et dans les milieux ruraux, c'est 1%. Et ça signifie que ça pose un problème. Et pour trouver la solution, nous nous sommes dit, nous devons voir d'abord ce qu'on appelle les potentialités pour produire de l'énergie ou produire l'électricité en RDC. Si nous regardons les potentialités que regorge la RDC a beaucoup de cours d'eau, mais pas toujours des chutes, parce que pour avoir des centrales hydroélectriques, il faut avoir une chute. Mais les chutes, ce n'est pas toujours partout. Il y a des sites où on peut avoir des chutes pour installer des centrales hydroélectriques afin de produire l'énergie électrique. Mais de l'autre côté, l'énergie ou les potentialités énergétiques plus utilisées en RDC, c'est la biomasse. Qu'est-ce que j'entends par la biomasse? C'est l'ensemble des substances chimiques organiques qui peuvent être transformées en énergie, c'est-à-dire en énergie thermique. Je prends un exemple, les bois ou les plantes. Les plantes font partie de la biomasse. Et comme vous le savez, ici en RDC, les mamans pour préparer utilisent soit le charbon de bois ou soit le bois de chauffe. Et c'est ce qui est plus utilisé en RDC. Et cette source de la biomasse regorge pratiquement entre 90 et 94% de l'énergie utilisée en RDC. Au moment où l'électricité, c'est plus ou moins 3%. Et bien sûr, l'énergie pétrolière, c'est plus ou moins 4%. Et comme je viens de le dire, la biomasse a une grande, superficie ou est beaucoup plus utilisée en RDC que les autres sources d'énergie. Et c'est comme ça, nous nous sommes dit pourquoi ne pas recourir à cette source qui est abondante et disponible pour convertir maintenant cette biomasse en énergie électrique. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons utilisé la biomasse parce que dans la biomasse, il n'y a pas seulement le bois. Dans la biomasse, il y a des huiles, telles que l'huile de palme, ça fait partie de la biomasse. Il y a
d'autres végétaux tels que l'huile de jatropha. Il y a d'autres substances qui font partie de la biomasse, comme le biogaz. Ce sont des substances que nous pouvons facilement retrouver, même dans nos villages, là où il n'y a pas d'électricité quasiment, parce que 1% c'est quasiment nul. Et nous nous sommes dit, pourquoi ne pas utiliser cette biomasse pour produire de l'énergie électrique? Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons considéré la biomasse, qui est l'huile de palme. Nous avons converti l'huile de palme en biocarburant. Comme vous le voyez, juste sur la table, ce biocarburant, nous l'avons produit à partir de l'huile de palme. S'il vous plaît, docteur, vous avez dit que vous avez converti la biomasse en biocarburant. La biomasse, c'est-à-dire l'huile de palme qui provient du palmier à huile, nous l'avons converti en biocarburant. Comment ça? Ça s'est fait comment? Ok. Là, je vais, comme vous le voyez sur les images, la technique est très simple. Nous avons pris l'huile de palme, nous l'avons mélangée avec un autre produit ou une autre substance qui est l'alcool, et nous avons mis les deux dans un réacteur comme vous le voyez sur les images. On a mis ça dans un réacteur et on y a ajouté un produit qu'on appelle catalyseur. Les catalyseurs, c'est une substance qui accélère la vitesse de la réaction. Alors, après 3 heures de chauffe à 70 degrés Celsius, nous avons obtenu le biocarburant. En fait, c'est un peu magique, oui. Mais ça marche parfaitement bien. Et c'est une technologie, je peux dire, ouais, nous avons étudié ça à l'étranger, on enseigne ça aussi ici, dans nos universités, mais c'est une technologie que nos ancêtres, nos grands-parents utilisaient, mais qui n'était pas modernisée. Mais nous sommes venus maintenant, on a fait recours à ces produits qu'on tire de la biomasse pour produire ce biocarburant. Et les produits en question ne coûtent pas cher, par exemple l'huile, l'alcool. L'huile Parce qu'ici déjà dans la ville de Kinshasa, un bidon de 5 litres varie entre 23 000, 26 000, 24 000. Vous avez totalement raison, Jenny, de le dire. Mais lorsque on est en train de focaliser sur une production, on fait d'abord ce que nous appelons une étude de faisabilité. Hein, c'est pendant qu'on fait l'étude de faisabilité, on fait même l'étude du marché. L'étude du marché pour voir la disponibilité de la matière première, son abondance et même son coût. Lorsqu'on trouve que la matière première est disponible, abondante et moins chère, c'est là où on va installer notre industrie pour la production, dans le cas échéant, de ce biocarburant. Mais laissez-moi aussi dire qu'ici en RDC, l'huile de palme ne coûte pas, n'a pas le même prix un peu partout. Il y a des endroits, comme vous le voyez sur les images, non loin de Kinshasa, où nous avons trouvé des palmiers à huile, des palmiers nains, c'est-à-dire qui n'ont même pas plus d'1 mètre, mais qui produisent déjà des noix de palme mûres et qui nous donnent de l'huile de palme qui peut être 4 fois moins chère qu'ici à Kinshasa. En fait, ici, cette île, c'est une île qui se trouve entre Kinshasa et Brazzaville. Pour ceux peut-être qui ne connaissent pas, on appelle ça Kyudi. Et c'est dans cette île où nous avons trouvé qu'il y avait beaucoup de palmiers. Pour ne pas citer d'autres parties de la République, par exemple au sud du Bangui, où nous avons trouvé que 1 litre d'huile de palme coûte entre 300 et 400 francs congolais, s'il vous plaît. Il y a d'autres endroits ici en RDC, que ce soit au Bandundu, que ce soit dans la province orientale, voire même à l'est de la République, il y a des endroits où l'huile de palme coûte très moins cher. Et au sud du Bangui, pour votre information, quand nous sommes allés une fois pour faire des investigations, nous avons trouvé des endroits où les producteurs d'huile de palme ne savent pas trouver des consommateurs. Et l'huile pourrit, pour ne pas dire l'huile, ne trouve pas d'utilisation. Et ça peut rester des temps, des mois et des mois. Et ce qui n'est pas du tout intéressant. Et quand nous sommes arrivés sur place, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas transférer cette technologie de la conversion de l'huile de palme en carburant, afin que ces gens-là, en utilisant des groupes électrogènes, puissent utiliser ce carburant dans des groupes électrogènes afin de produire de l'énergie électrique. Voilà un peu ce que je voulais dire, Jenny, en ce qui concerne le prix de l'huile de palme. Donc le prix de l'huile de palme, ça dépend des endroits où l'on se trouve. Et ici à Kinshasa, en fait, des fois, c'est quand on n'a pas l'information, hein, comme la Bible dit, hein, dans Osée
4-6, mon peuple, des fois périt Faute. par manque de connaissances. C'est-à-dire qu'on est ici à Kinshasa, mais on ne sait pas qu'à côté de Kinshasa, il y a une île qui appartient à la RDC. Mais est-ce que déjà l'accès est facile pour y arriver? Parce Pour y que tout arriver. le monde n'a pas le même moyen. Laisse-moi, ça va te surprendre, Gianni. Nous sommes arrivés sur cette île-là, nous avons fait pratiquement 5 minutes. Ah bon? 5 minutes pour y arriver. On a fait 5 minutes, nous étions de l'autre côté de la rive et nous avons en tout cas investigué et nous avons trouvé que c'est un terrain vraiment vert, un terrain qui a une terre qui est vraiment fertile et c'est là où nous avons trouvé des palmiers nains dont j'ai parlé et qui donnent de l'huile de palme en un temps vraiment record. Et cette huile est 4 fois ou 6 fois moins chère que le prix de l'huile de palme ici à Kinshasa. Donc c'est juste un problème de connaissance. Quand on fait des études s'approfondies, on sait identifier des endroits où l'huile est très moins chère, ainsi que l'alcool, parce que l'alcool, on l'obtient à partir soit de vin de palme, par la fermentation, ou soit on peut l'obtenir aussi à partir de la fermentation des déchets de maïs, des déchets de manioc, des déchets de la canne à sucre. Quand on fait la fermentation, on a de l'alcool. Et dès lors qu'on a de l'alcool, les deux produits, on les mélange en présence d'un catalyseur et on obtient le biocarburant. Et c'est ce biocarburant qui est mis dans le groupe électrogène pour produire de l'électricité. Voilà, Jenny, comment le procédé se passe pour la production d'électricité à partir de la biomasse. Ok, professeur, est-ce que le biocarburant n'est pas polluant? Ça ne pollue pas l'environnement? Ça, c'est une très bonne question, Jenny. On l'appelle biocarburant. Bio parce que ça provient de la biomasse. Mais bio aussi, c'est tout simplement parce que c'est un produit qui ne pollue pas l'environnement, mais c'est un produit qui contribue à la lutte contre les changements climatiques. Et autrement, ça signifie que quand vous produisez les biocarburants, vous êtes en train d'empêcher que notre planète puisse se réchauffer. Et c'est comme ça, dans ce projet que nous avons élaboré, initié et mis en application, lorsque nous produisons le biocarburant, comme vous le voyez ici, ça nous permet de bénéficier à notre République, si jamais ce projet doit être implémenté sur toute la République démocratique du Congo, ça peut bénéficier à notre République des fonds qu'on appelle fonds liés au crédit carbone, de l'ordre de 131 milliards de dollars. Le chiffre peut paraître trop grand, mais c'est faisable parce que la RDC a plus ou moins 78 000 villages. Et ça signifie que si nous pouvons produire le biocarburant Jenny dans chaque village et que nous utilisons ce carburant pour produire l'énergie électrique, on est en train d'épargner notre planète que si on utilisait le carburant, c'est-à-dire le diesel que l'on vend dans les stations. Parce que ce diesel-là pollue un peu plus l'environnement par rapport à notre diesel, ou qu'on appelle biodiesel. Donc c'est un produit bio qui va nous permettre de bénéficier même de ce qu'on appelle aujourd'hui crédit carbone. Et l'argent que l'on peut remettre de manière directe ou de manière indirecte, parce qu'au lieu de donner l'argent, le marché, là où on va vendre les crédits carbone, on peut vous remettre aussi des équipements, on peut vous remettre aussi d'autres choses dont la valeur correspond au crédit carbone dont vous devez bénéficier. Et ce projet, c'est tellement bio, ça nous préserve de l'environnement parce que quand on utilise le biocarburant, on va éviter d'utiliser plus le carburant fossile. Ça, c'est de 1. Et puis de 2, on va éviter à ce que les mamans puissent commencer à couper les arbres. Imaginez, vous avez l'habitude d'utiliser les charbons de bois, les macala, ou même le bois de chauffe. Mais si on vous amène le biocarburant, que vous pouvez utiliser dans des réchauds, que l'on appelait, qu'on utilisait dans le temps, réchaud, il y a pétrole. Quand vous utilisez ce réchaud, vous n'allez plus utiliser les macala. Et en n'utilisant plus les macala, vous évitez de couper les arbres. Et il n'y aura plus de pression sur la forêt. Alors en ce moment-là, comme il n'y a plus de pression sur la forêt, c'est-à-dire que nous sommes en train de contribuer pour ne pas polluer l'environnement, pour que toutes les plantes qui seront là auront la capacité de capter les CO2
pour la photosynthèse et nous aurons l'oxygène et les plantes vont rester avec le carbone. Et c'est de cette manière-là, le produit que nous avons mis au point et que nous disponibilisons pour la population, c'est un produit qui est bio et qui ne pollue pas l'environnement. Et il n'y a pas déjà des effets néfastes en cas, par exemple, de mauvaise utilisation ou, par exemple, s'il y a incendie? En principe, le biocarburant, c'est un produit pétrolier. Hein? La question que vous me posez, c'est similaire à me poser la question si le produit pétrolier, de manière générale, sont dangereux. Il est vrai, les produits pétroliers, de manière générale, sont dangereux lorsqu'on ne les utilise pas comme il se doit. En principe, lorsqu'on a affaire à un produit pétrolier, il faut savoir comment les stocker. Il faut avoir la connaissance pour son stockage, pour même son utilisation. Alors, si le produit est bien utilisé, en tout cas, ça ne présente aucun danger. Mais si le produit n'est pas bien utilisé ou bien conservé, c'est là où ça peut présenter un danger. Est-ce que c'est déjà disponible dans des stations-service? Si, par exemple, quelqu'un a besoin d'en procurer, où les trouver? Pour le moment, ce n'est pas encore disponible dans des stations-service. Mais c'est disponible au niveau de nos sites, là où nous disponibilisons ce produit pour produire de l'énergie électrique, c'est-à-dire pour produire l'électricité. Okay? Mais pour que nous puissions disponibiliser ce produit dans des stations, il y a toute une procédure que nous devons suivre auprès du gouvernement afin que ce produit puisse être disponible dans les stations et être vendu auprès des publics. Mais certes, si les personnes qui sont intéressées par la technologie, parce qu'en passant, je vous dis que ce produit, son coût est pratiquement la moitié par rapport au diesel vendu dans des stations, à cause du coût des matières premières. L'huile de palme et tout ce qu'on utilise comme matière première étant moins cher, ce qui fait que notre produit aussi est moins cher. Le produit est moins cher, disponible, mais pour mettre ça à la disposition de la population, il faudrait que ceux qui veulent l'utiliser, même dans des groupes électrogènes, comme vous savez ici à Kinshasa, on a un peu de problème de délestage. Les gens veulent avoir du courant, mais le grand problème, ça a toujours été le coût du carburant. En dehors, bien sûr, des huiles qu'on peut utiliser pour la maintenance ou les services, mais c'est plus le carburant. Et imaginez que maintenant, on disponibilise un carburant dont le prix est pratiquement la moitié par rapport au carburant vendu dans des stations. Et ça signifie que la population peut résoudre ce problème de pénurie en énergie électrique en utilisant notre produit. Il suffit seulement de nous contacter et de contacter Blacor parce que je fais partie de la structure Blacor ou nous contacter au travers des universités là où nous donnons cours, que ce soit à l'UNIKIN, en pétrole et gaz, que ce soit à l'Institut supérieur des techniques appliquées où je suis chef de section, à la section électricité, ou à l'UPN là où on donne cours. Évidemment, si vous êtes à l'étranger, nous donnons aussi cours à VET University et aussi à CPUT, là où nous intervenons. Si vous voulez nous contacter, à travers les contacts avec votre permission que nous allons probablement donner à la fin, oui, les gens peuvent nous contacter et nous pouvons leur apprendre comment produire. Non seulement nous allons disponibiliser le produit, le biocarburant, mais nous allons vous apprendre comment produire ce biocarburant de vous-même partout là où vous pouvez vous trouver. Bien sûr, il faut de bonnes formations pour que ça ne constitue pas non plus un danger. Si c'est un danger, c'est nous-mêmes qui allons nous occuper pour la production. Mais si vous maîtrisez la technologie, nous pouvons vous laisser vous-même produire ce carburant et produire l'énergie électrique à partir de ce carburant. Ok, professeur, une dernière question avant de se quitter. Vous parlez des biocarburants. Tous nous savons que l'on peut utiliser les carburants pour des véhicules. Est-ce que les biocarburants peuvent être aussi utilisés pour les véhicules? Bien entendu. Ce carburant peut être mis, nous avons même des images où on a montré notre biocarburant être utilisé dans des véhicules. Parce que ce biocarburant, on l'appelle biodiesel. C'est la consoeur du diesel, c'est-à-dire le mazout. Ils ont presque la même composition chimique. C'est-à-dire il peut être utilisé dans le véhicule. Sauf que le producteur ou les fabricants des véhicules exige assez que lorsqu'on utilise notre biocarburant ou notre biodiesel, que nous ne puissions pas aller au-delà de 30%. C'est pourquoi on appelle ça B30, c'est-à-dire B30.
C'est-à-dire, on prend 30%. Voilà les images qui nous montrent, nous étions en train de tester ça dans de véhicules. Ça, c'est les moteurs externes. Mais voilà, là, on l'a testé dans un groupe, dans une tondeuse. On va montrer aussi une image là où on est en train de mettre ça dans un véhicule. Bon, l'image va venir. Alors, le fabricant des véhicules, voilà, on a testé ça dans le véhicule. Ça, c'est une Jeep 4x4. Oui. Là, on l'a fait en Afrique du Sud et ça marche parfaitement bien. C'est-à-dire qu'on met 30% de notre carburant et 70%, c'est le carburant fossile. Oui. Et ça marche parfaitement bien, même dans un véhicule. Et cette technologie, puisque ça peut permettre d'électrifier pratiquement tous les villages, dans la mesure du possible, s'il y a de l'huile de palme et l'alcool qu'on peut produire là-bas, puisque ça peut permettre d'électrifier pratiquement tous les villages de la RDC, voire même certains milieux périurbains, pourquoi même pas les milieux urbains, ça peut permettre de relancer l'industrie. Parce qu'aujourd'hui, l'industrie, pour être relancée, a besoin de l'énergie électrique. Et le manque d'énergie électrique a fait que, en 1960, pour la petite histoire, la RDC avait aux alentours de 9600 entités industrielles, c'est-à-dire des industries. Mais aujourd'hui, la RDC, le nombre d'industries, ça ne dépasse même pas 600. Ça signifie qu'il y a eu une chute terrible. Entre autres raisons, outre la gestion, mais il y a aussi un problème de manque d'énergie électrique. Et dès lors que nous pouvons, au travers de cette technologie, produire de biocarburants, mettre ça dans des groupes électrogènes, produire de l'énergie électrique, et ça signifie qu'on peut électrifier la quasi-totalité de la RDC, et par conséquent, nous pouvons aussi relancer notre industrie. Et en résumé, qu'est-ce que les gens peuvent retenir du biocarburant? Ce que les gens peuvent retenir, c'est que le biocarburant, c'est un carburant propre, bio, qui peut être produit localement par des techniques très simples. Et aussi, nous pouvons aujourd'hui transférer ces technologies en donnant des séminaires de formation. D'ailleurs, nous, d'ici là, le 2 octobre, nous commençons des séminaires de formation que nous allons donner jusqu'au 13, où nous allons apprendre à différentes personnes comment être capable de produire le biocarburant à partir des huiles végétales ou des huiles qu'on peut tirer des animaux. Et ayant ce carburant, nous pouvons l'utiliser dans des groupes électrogènes pour la production d'énergie électrique. Et c'est de cette manière-là qu'on peut lutter, en tout cas contre la carence en énergie électrique ici en RDC. Merci beaucoup, professeur Arthur Tseka, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes enseignant à l'UNIKIN, l'UPEN, à l'ISTA, mais également expert en génie des procédés et environnemental. Merci beaucoup, Jenny. À moi de vous dire merci. Et à tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. On se retrouve prochainement avec le même plaisir.